Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite donc de l'actualité sportive du département. Ce soir, on fera un focus sur la finale du Challenge Benjamin qui aura lieu donc demain au Crêpes de 9h à 11h. Et donc pour nous parler donc de cet événement sportif qui concerne le basket, j'ai le plaisir d'accueillir Marius Boisdur qui est conseiller technique et qui est en charge donc de l'organisation de ce Challenge Benjamin. Marius, bonsoir. Bonsoir Séverine. Et j'ai également en ma compagnie deux anciens vainqueurs donc de ce challenge. Sophie Selbonne, bonsoir. Bonsoir. Et puis juste à côté, Dylan Boisdur également, donc, qui sera des nôtres. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Voilà, donc nous avons fait le tour de nos invités que nous allons retrouver tout à l'heure. On parlera également donc, dans ce Sport 10 ce soir du décalage du Tour de la Guadeloupe. Et nous ferons aussi un petit retour sur la compétition d'athlétisme qui a eu lieu le week-end dernier. Et on commence avec le football. L'équipe de l'AS Gosier s'est envolée ce matin pour le tournoi de la CONCACAF qui aura lieu donc, à Saint-Domingue du 15 au 25 mai. Les Gosiériens vont défendre leur chance au tournoi des clubs champions de la Caraïbe. Charlie Dagonia s'est rendu à l'aéroport pour recueillir bien sûr le pouls, pour prendre le pouls de cette équipe à quelques minutes, à quelques heures même de leur départ. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, parce que sans le président de la CARL, maire du Gosier, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que Gosier est champion en titre et qu'on est encore en tête cette année pour être champion et on est largement en tête. Et c'est vrai qu'en tant qu'équipe du Gosier, en tant qu'équipe de la CARL et de la Guadeloupe, Gosier ne pouvait pas ne pas être représenté dans ce super championnat pour toutes les opportunités. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Gosier, la CARL et la Guadeloupe brillent à l'étranger. Et aujourd'hui, à travers le sport, nous avons cette occasion. Donc on met tous les moyens pour que nos champions puissent s'exprimer sur le territoire de la République dominicaine et de se confronter à d'autres grands champions. Mais c'était une préparation difficile. Nous sommes dans une crise sanitaire, donc nous avons eu que de l'entraînement individuel. Nous sortons dans 3 semaines de trêve. Ça fait donc 3 semaines aussi qu'on n'a pas disputé de matchs de compétition. Mais c'est un voyage qui nous tenait à cœur, donc on s'est battu jusqu'au dernier moment pour pouvoir y participer. On s'est préparé de la meilleure façon. On sait qu'on était 2 semaines en arrêt, mais bon, avec le travail du préparateur physique, il nous a donné un travail à faire individuellement. On a arrivé à maintenir tout le travail qu'on avait fait physiquement pendant la saison. Et après, ça fait quelques jours qu'on se prépare avec les groupes. Et bon, on va essayer de faire le mieux possible de nous pour représenter les Gossériennes et surtout la Guadeloupe. Non, les joueurs sont forcément ultra motivés. C'est la compétition d'une vie pour certains. Ils ont envie de briller. Il y aura sûrement des recruteurs là-bas. Ça peut changer le destin de certains. Donc forcément, ils seront motivés. Il va falloir qu'on allie cette motivation à une cohérence tactique. État d'esprit positif. Content pour déplacer à jouer une belle compétition pour représenter déjà le club, mais surtout la Guadeloupe. On est très optimiste, on va chercher la victoire comme d'habitude. Et on est très content de partir, de tous les efforts qu'ils ont fait les dirigeants, même les maires de Gosier. Je profite à lui remercier et à tout le monde qui a apporté quelque chose pour qu'on puisse partir pour faire la compétition. Juste leur dire de mouiller le maillot, de n'avoir aucun regret, de montrer l'excellence guadeloupéenne et le score arrive après. Mais par contre, nous, ce qui compte, c'est que les joueurs se donnent à fond, qu'ils se donnent à fond comme leur président, puisque je me suis donné à fond pour qu'ils soient présents. Donc je vais essayer de leur donner un peu de mon caractère et leur dire, voilà les gars, vous devez suivre ce chemin, le chemin où on n'abandonne jamais, où on ne lâche rien et que tant qu'on n'a pas la victoire, on se bat. En fin de semaine dernière, la nouvelle est tombée. Le Tour cycliste de la Guadeloupe n'aura pas lieu au mois d'août, mais du 22 au 31 octobre 2021. Frédéric Théobald, le président du comité régional, nous en dit plus sur les raisons au micro de ce changement, au micro d'Olivier Félix. La crise sanitaire est encore présente, mais c'est surtout les communes qui sont censées accueillir les villes départ et arrivées sont en grève. La communication est difficile et de plus, le caractère international du Tour avec un calendrier inscrit au niveau de l'UCI fait que les équipes étrangères, on les a déjà arrêtées, mais pour leur venue, on n'a pas toute la visibilité
rappelant que nos coureurs à ce jour sont à l'arrêt et ils ne peuvent pas courir. Donc on ne peut pas faire un tour non plus pour que nos propres coureurs ne puissent pas être acteurs vraiment. Donc c'est très difficile. Donc nous avons acté avec le bureau exécutif du comité pour un report. Et le comité directeur a validé aussi pour du 22 au 31 octobre, juste en amont des vacances de Toussaint, pour permettre à une fluidité déjà au niveau de la voie publique, hein, parce que vous savez, quand il y a les vacances, c'est jouable, il y a moins de voitures. Et puis on espère jouer sur les forces de l'ordre aussi pour nous aider à faire respecter les cyclistes et la caravane. Nous avons pris des mesures vraiment extrêmes jusqu'à octobre, mais on espère, nous sommes convaincus que ça va être levé. En ce moment, il y a le Tour d'Italie, il y a du monde. Donc nous sommes allés à l'extrême, ça veut dire que nous pouvons même envisager des arrivées à huis clos. Ça veut dire que sans public, quasiment, hormis les personnes habilitées, accréditées. Et comme nous prévoyons aussi avec du public, si les choses se calment. Concernant les équipes invitées en termes d'hébergement, donc là aussi, il y a un protocole strict, un nombre de coureurs par chambre. Et ça, c'est les hôtels qui vont nous aider à faire respecter les gestes barrières, les tables de 6. Donc ça, c'est plus les hôtels. Mais concernant la course en elle-même, nous avons pris des règles strictes pour éviter, ça veut dire, admettons, tous les ravitaillements qu'on voit en général, où les gens qui viennent ravitailler les coureurs, ça c'est interdit. Il y a des zones de ravitaillement bien spécifiques. Et les assistants seront accrédités pour faire les ravitaillements pour éviter les propagations du virus, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de public avec des bouteilles pour arroser les coureurs, ça sera peu possible. Donc il y a pas mal de choses qui vont évoluer pour permettre aux cyclistes d'évoluer, mais tout en respectant les gestes barrières. Demain aura lieu la finale du Challenge Benjamin, une épreuve qui allie technique et rapidité d'exécution. Pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement de cette épreuve, nous allons donc nous retourner vers nos invités du soir. Marius Boisdur, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, donc justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le Challenge Benjamin? Alors, en quelques termes, très simplement, le Challenge Benjamin, c'est la seule compétition individuelle à laquelle un jeune Benjamin peut participer. Nous connaissons des compétitions qui sont collectives, puisque le basket, c'est un sport collectif, mais il y a cette compétition qui a vu le jour depuis près de 14 ans, avec la collaboration de la Fédération française de basketball, avec la collaboration de la NBA. Il faut savoir qu'il y a une collaboration pour que cette compétition individuelle voit le jour et soit pérenne. Donc ça date de 14 ans. C'est effectivement des épreuves individuelles qui nous permettent d'évaluer le tir, qui permet d'évaluer la passe, qui permet d'évaluer le dribble, qui permet aussi d'évaluer tout ce qui est départ en dribble, et cela sanctionné par le chrono. Il faut savoir que toutes les épreuves sont chronométrées 45 secondes. Le candidat, le joueur qui passe, la joueuse qui passe, a 45 secondes pour démontrer et prouver ce qu'elle sait faire. Ce qui est bien, justement, donc vous le disiez, c'est que c'est aussi bien donc, pour les filles que pour les garçons. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vainqueur unique. Chaque catégorie, on dira, chaque genre ah, oui. a bien sûr son finaliste et donc son qualifié. Voilà, c'est ce qui est prévu. Et tu fais bien de parler de cela parce que, en fait, j'ai parlé de la NBA, mais je veux parler un peu des phases. Et ça nous emmènera vers les récompenses pour celles et ceux qui finissent vainqueurs du Challenge Benjamin. Il y a en gros 4 phases, voire 5 phases. Si on part de la jeunesse des choses avec le club, il faut savoir que le Challenge Benjamin commence dans le club avec la formation des enfants dans leur section Benjamin. Après, au niveau de la Ligue, il y a l'organisation de la première finale, qui est la finale départementale.
Donc ces enfants qui dans le club ont travaillé avec leur entraîneur, après sont ramenés sur le circuit pour la finale départementale. À la finale départementale, il y a là, en fonction des résultats, une autre évaluation qui nous permet de qualifier d'autres enfants pour la finale régionale, c'est ce qui nous concerne demain. Et à la finale régionale, là, c'est la meilleure fille, le meilleur garçon. Ces deux-là sont qualifiés pour la finale nationale. Et sur la finale nationale, on rencontre effectivement le meilleur garçon, la meilleure fille de chaque ligue de métropole. Et tous ces gens-là sont confrontés pour sortir le meilleur national et la meilleure nationale. Et ces deux-là sont retenus pour une semaine à passer avec un club NBA. Donc, quand je parle de compétition individuelle, ça doit vraiment attirer les enfants parce qu'au bout, il y a vraiment une belle carotte. Donc, justement, une préparation en plusieurs phases. C'est vrai que, du coup, là, ça fait combien d'années, du coup? Parce que vous disiez au départ que ça fait 14 ans que ça existe, du moins que ça a été mis en place au niveau national. Chez nous, depuis combien de temps, justement, ce challenge Benjamin existe? Bon, ça, oui, je me rappelle très bien. Ça date de 10 ans. On est à la 10e représentation. Et chaque année, c'est toujours un plaisir de voir ces enfants venir concourir. Mais ces 10 ans, je peux dire que là maintenant, c'est peut-être cette année où le challenge Benjamin prendra un nouvel essor parce que le président de la Ligue, M. Patrick Alexis, a décidé de faire que cet événement soit un événement majeur pour les petits, de même que les playoffs pour les seniors et les trucs. Donc, je pense que c'est un tournant pour nous en Guadeloupe à cette 10e anniversaire. Donc, merci aussi pour Canal 10 pour l'attrait qui est porté à cette discipline et surtout chez les jeunes. C'est ça, chez les jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un moment important de la formation. On est effectivement dans cette catégorie d'âge où les enfants, entre guillemets, sont donc dans l'acquisition vraiment de leurs fondamentaux basket pur. Et c'est vrai que du coup, sous forme de challenge, pousser les enfants justement à pouvoir acquérir ce bagage est vraiment aussi une forme intéressante de pratiquer le basket peut-être également sous une autre forme. Sous une autre forme, pour moi, c'est ludique. Avant tout, sur le challenge Benjamin, l'enfant doit venir pour se faire plaisir, prendre du plaisir, être confronté à d'autres enfants. Il va en métropole, ça lui permet de gagner un voyage pour aller en métropole. S'il sort vainqueur national, un voyage pour aller aux États-Unis. Donc, ça lui permet de voir d'autres territoires. Mais pour revenir à la formation, le challenge Benjamin, nous, cadres techniques, nous pensons effectivement que les épreuves du challenge Benjamin devraient servir de socle aux entraîneurs responsables des catégories Benjamin et Benjamin. Parce que, en quelque part, les épreuves permettent de valider et de sanctionner l'apprentissage et l'acquisition des apprentissages de ces enfants-là. Ni plus ni moins. Nous qui sommes responsables au niveau du pôle, lors de nos évaluations pour les entrées au pôle, je ne vous cache rien de dire que voilà, nous regardons effectivement les enfants qui ont une certaine maîtrise et qui ont une acquisition de ces fondamentaux. On a parlé de tir, on a parlé de dribble, on a parlé de passe, on a parlé de gestion des appuis. Ce sont des fondamentaux. Seulement, il y a une facette de haut niveau, c'est la gestion du temps. Tout cela, faire les choses simples, mais le faire à un rythme élevé. Et c'est là la différence, parce qu'un enfant peut effectivement maîtriser un lay-up à aller tranquillement, mais quand tu sais que tu as le chrono à 45 secondes qui défile et que derrière tu as ton copain qui va aller plus vite que toi peut-être, s'il se décide à y aller, donc ça booste un peu. Donc le challenge, il est là. C'est ça la joie, c'est ça le plaisir. Et depuis 10 ans, j'ai toujours vu des enfants, ils sont de clubs différents, ils viennent, mais ils se challengent. Et ils prennent du plaisir à passer un bon moment. Justement, donc on va se tourner du coup vers nos anciens vainqueurs et donc ils vont pouvoir nous dire justement ce qu'ils ont trouvé ça
plutôt ludique, plutôt très challenge. Donc, on va commencer par Sophie Selbonne, qui donc a remporté le challenge en 2016, si je ne m'abuse. Donc, Sophie, justement, toi, comment tu as vécu ton challenge? Alors, c'est une grosse compétition, certes. C'est un gros challenge aussi. Il y avait beaucoup de niveaux, surtout. Et c'est sûr que quand on arrive là-bas, on est dans tous ces états, on stresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueuses, beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent. Donc, on ne sait pas vraiment comment faire, mais après, quand on s'y habitue, et aussi le froid aussi joue, parce qu'il faisait très froid. Et voilà. Donc, c'est vrai, on n'a pas précisé. On a parlé de la catégorie, on a dit que ça s'appelle Challenge Benjamin, mais c'est vrai que parfois, il faut peut-être associer ça à l'âge des enfants. Ce sont des enfants qui ont donc entre 12 et 13 ans et qui se retrouvent, du coup, quand ils ont remporté la finale régionale, projetés effectivement dans cette espèce d'univers du sport professionnel. Et c'est vrai qu'à 12-13 ans, on découvre ça avec un regard différent. Et puis, on n'a pas non plus encore appris à gérer ce type d'événement. Donc, toi, est-ce que justement, du coup, ça t'a servi pour te construire justement après en tant que joueuse? C'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup? Oui, parce qu'en fait, on part sans ni maman, ni papa. On est tout seul avec le coach, avec un autre partenaire du coup de la catégorie masculine. Et oui, ça m'a servi beaucoup. J'ai pu du coup voir mes lacunes par rapport aux autres et continuer à évoluer. Dylan, toi, vainqueur un petit peu plus récent. Donc, du coup, toi, comment toi, tu as vécu ton challenge? Je l'ai bien vécu, mais quand on devait faire les qualifications, c'était pas moi, j'avais fini deuxième. Et le premier, il s'est cassé le bras, qui fait qu'on m'a pris. Et, quand je suis parti, je stressais puisque je savais pas, comment dire ça, vu que c'était pas moi qui avais gagné, pour moi c'est comme si c'était pas ma place, mais je devais représenter la Guadeloupe. Donc j'y suis allé, j'ai donné le meilleur que je pouvais. Par contre, en France il faisait froid, c'était là plutôt, il fallait s'adapter vite. Et il faisait froid et je stressais. C'est vrai que du coup, Marius, là on a la chance, entre guillemets, les choses ont été décalées par rapport aux conditions sanitaires. Et c'est vrai que du coup, la finale va avoir lieu en juin, alors que d'habitude, elle était plus vers mi-avril. Mi-avril, ouais. Donc, des températures déjà un petit peu plus clémentes. Pas proches des nôtres, mais bon. Donc, est-ce que, justement, on les entend, ces jeunes qui ont participé à ces finales, on se rend compte qu'effectivement, ils sont projetés, mais c'est quelque chose quand même qui est difficile à gérer. C'est difficile à gérer, il faut l'appréhender parce que bien souvent, c'est le premier déplacement des enfants sur une grosse compétition. Je ne sais pas si pour tout le monde, c'est facile d'arriver, d'aller à Bercy et de se dire qu'on... Dans une grande salle? Non, mais c'est... On est à Bercy et on voit tout le monde, toute cette ferveur autour. On sort de sa petite Guadeloupe. Il y a beaucoup de stress. Après, notre travail, c'est d'essayer de justement faire en sorte que... Voilà, qu'il y ait beaucoup de moins de stress pour qu'ils arrivent à être bien pour la compétition. Mais nous savons aussi que c'est pas évident. C'est pas évident. Et que ce genre d'épreuves, ce genre d'échanges permettent aux enfants de grandir. C'est ça, il faut le comprendre. Parce que ils disent, oui, ils ont eu le stress et tout, mais après, derrière, ils ont grandi de cela. Et moi, je souhaite effectivement, que chaque enfant qui gagne ce challenge ici, ce challenge régional, puisse vivre cela. Ces enfants-là grandiront, ils apprendront, parce qu'après, de toutes les façons, ce n'est que le début des choses. Ils seront peut-être au pôle. Après, ils vont commencer à représenter la Guadeloupe sur pas mal de compétitions. Quand tu as été au Challenge Benjamin, bon, tu te dis après que tu peux relativiser quand même. Donc, c'est cela. Mais après, quand on regarde les épreuves, on a parlé du tir, de l'adresse. C'est sûr que quand on stresse, pour nos enfants, il faut qu'ils arrivent à se relâcher pour être adroits.
c'est ce qui compte en fait, c'est ta prestation. Et c'est pour ça que un enfant peut être meilleur sur sa prestation tous les jours et le jour de la finale ne pas être bien, ça arrive, ne pas être bien et ne pas sortir vainqueur. Ça, on doit s'y attendre et c'est ce qui fait la beauté des choses. Quand on arrive à la finale départementale, on fait un peu de pronostic, on se dit, oh, bon, lui, là, oui. Mais on sait que arriver au dernier jour, à la finale régionale, à se dire que si je gagne, je pars en métropole, ça commence à cogiter un peu, c'est plus la même donne. Et voilà, c'est ça la beauté de cette compétition. L'enfant doit très tôt appréhender ce genre d'environnement et faire avec. J'ai envie de dire qu'ils doivent faire avec. Justement, du coup, selon vous, qu'est-ce qui, du coup, a moins bien fonctionné quand vous êtes parti pour votre finale? Vous avez pêché où? Est-ce que, du coup, même dans l'organisation, vous avez vu une différence entre la finale régionale et la grande finale, au-delà, bien sûr, du cadre? Mais du coup, chez vous, qu'est-ce qui a moins bien marché? Sophie? Alors, moi, j'étais plus à l'aise dans le shoot. Donc, dans le challenge pour le shoot, c'est là où mon classement, du coup, a joué. Et j'ai plus pêché dans le concours, je crois, concours de meneur, je crois. Oui. Et sinon, il n'y a que là où j'ai vraiment pêché. Et sinon, j'étais très à l'aise aussi dans le concours 3-3. Parce qu'il y a un tournoi 3-3 après. Et j'ai fini première avec mon équipe. Du coup, j'étais championne de France de 3-3 en 2010. Alors, du coup, c'était une très très belle expérience alors. C'est comme ça qu'on gagne. Oui. Dylan, donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu peut-être qui a moins bien marché? Ce qui a moins bien marché chez moi, c'était le tir. C'est complètement l'inverse. Moi, j'étais plus allé sur la vitesse, les lay-up. J'allais vite et je m'appliquais pour marquer. Je n'ai raté peu. Et, sur le tir, j'en mettais, mais comparé aux autres, j'en mettais pas assez. Mais j'ai pu me rattraper sur des épreuves de vitesse et de lay-up. Et de passe aussi. Et, sur le 3-3, avec mon équipe, on a fini 4e. Quelque chose comme ça, on n'a pas réussi à finir en premier. C'est bien quand même, puisque vous êtes dans le top 5, 4, c'est bien quand même. Justement, est-ce que vous vous rappelez de vos classements lors du coup de vos passages? J'ai fini parmi, je crois, les 20 premiers. Oui, au niveau national. Je crois que j'ai fini 13e. Et voilà. C'est pas mal quand même. Au niveau régional, j'ai fini 2e, comme je l'ai expliqué. Et niveau national, j'ai dû finir... en tout cas, j'étais vraiment bas dans le classement. J'étais 23e. Alors... Oui. Il était 23e, mais il y a une particularité, c'est que Dylan, il avait participé à sa première année Benjamin. Voilà, c'est ça, on va revenir sur aussi, effectivement. Voilà, donc je pense que ça joue en termes de maturité et d'appréhension des choses. Donc, mais il avait fini 23e, malheureusement avec le Covid. On n'a pas pu concourir l'année dernière, donc on ne sait pas. Peut-être qu'il aurait gagné, peut-être pas. Donc voilà, c'est ça. Alors justement, donc il y a 8 finalistes chez les garçons donc qualifiés, 12 chez les filles. On reviendra donc juste après sur comment sont comptabilisés les points pour ces jeunes. Mais avant justement donc de faire un petit point sur le fonctionnement, je vous propose de découvrir Noam Jalikou, Michael Dib du Moule Basket et également Gwenaël Gladon et Toussaint Léa du GGB qui nous racontent comment ils se sont préparés pour cette finale de Challenge Benjamin. Un reportage de Stanley Manicor.
C'est vrai qu'on a été un peu perturbé ces derniers temps et qu'on n'a pas franchement préparé ça de façon très très précise, mais je crois qu'ils sont assez motivés pour y aller, déterminés mais sans pression. Un peu stressé, mais sinon ça va aller je pense. Il a beaucoup de concurrents qui sont bons et je vais faire le plus possible pour y arriver premier. Avec tous les entraînements aussi, c'est pas arrivé comme par hasard, mais c'est surtout avec l'entraînement, jusqu'à là ça m'a emmené. Je suis motivée depuis, ça fait quelques mois et je me sens bien. Je venais tous les jours m'entraîner quand j'avais pas cours et on répétait à chaque fois les exercices. Voilà. Je suis un peu stressée, mais je sais que ça va y aller parce que si j'arrive en finale, c'est déjà quelque chose de bien. Il faudra que je travaille, je fasse du sport, je cours, donc c'est pour ça que je suis arrivée jusqu'ici. Et il y a beaucoup de suspense parce que ça va se jouer à 1 point. On a fait 4 épreuves, j'ai préféré celle où il y avait les shoots, les 3 points parce que je me sens le plus à l'aise là-bas. Je marque le plus de points, je gagne le plus de points ici. Et voilà. Je me sens bien, même si je suis stressée. À ne pas réussir ou je sais pas, voilà. Il y aura 4 exercices à faire qui consistent aux passes, au shoot, entre-paniers, voilà. Et vu que j'arrive les entre-paniers, ça fait longtemps que je le pratique, ça devient facile. J'ai préféré justement celle où il y a du shoot, où il y a du 3 points. Et j'ai préféré aussi celle où il y aura les lancers francs, c'est là où je mets le plus de points. L'épreuve des shoots parce que je trouve que pour moi, je me sens bien dans les shoots et les entrées au panier, c'est la base on va dire, alors c'est pour ça que je sens que ça va être bien. Moi je travaille l'épreuve où j'ai pas mis beaucoup de points. Donc quand j'arrive là-bas, je mets beaucoup de points sur toutes les épreuves. Et finir premier, bien sûr. Les shoots. Parce que j'en rate beaucoup, malgré que je m'entraîne beaucoup aussi. Et voilà. Je crains de ne pas bien faire, malgré mon entraînement, ou de me rater. Les entrées au panier. Parce que des fois, je rate et voilà. Oui, je suis prêt. Je connais beaucoup d'entre eux, je sais c'est quoi leur point faible, je sais c'est quoi leur point fort, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je crois qu'ils y vont tranquillement, en se disant qu'ils vont donner le maximum comme d'habitude, et puis on verra après on verra à l'heure des comptes s'il y a 7 points quoi. Vous voyez donc que ces jeunes se préparent, bien sûr, et ils ont de gros objectifs sur cette finale demain. Je vais vous donner justement donc la liste des participants. Donc vous avez pu voir Noam Jalikou qui est du moule basket et qui donc a terminé 2e lors de la finale départementale. En première position, on a eu Manuel Mado du BMBC. En 3e position, on a eu Yanis Pierrot de la MJCA. En 4e position, on a eu Evan Mansuela du BMBC. En 5e position, on a eu Raphaël Publicol du BMBC. En 5e ex-aequo, on a eu également donc Dib Michael, que vous avez pu voir également en compagnie de Noam Jalikou, qui est 5e. Et en 6e, il y a encore un 3e, 5e, c'est Lambert Kélian du Bonello. Et pour finir, donc à la 6e position, on avait donc Elijah Brel du BMBC. Donc en tout, 8 garçons qualifiés pour cette finale. Chez les filles, on a donc à la première place Samantha Gélu de la MJCA. 2e position, Lovely Winston de la Luciole. En 3e position, on a Martial Solène de la MJCA. En 4e position, on a Louisie Anaïs de la MJCA. 4e ex-aequo avec donc Toussaint Léa, que vous avez pu voir bien sûr et qui vous expliquait ses points faibles sur le tir. 4e ex-aequo aussi Lilou Samé du Bonello. Et pour les 4, c'est fini. On passe au 5e. On a donc Gladon Gwenaël du GGB. Gélas Keiza de la MJCA.
Nestar Mallory de la MJCA également. Et pour finir, donc les 2 dernières qualifiées, il s'agit de Mornal Méliane de la Luciole et Sylvestre Marion du BMBC. Voilà donc pour ces 12 filles qualifiées et ces 8 garçons qui s'affronteront donc demain lors donc, de ces 4 épreuves. Marius Boisdur, je me retourne vers vous une nouvelle fois. Donc 4 épreuves. Est-ce que vous pouvez, donc on a parlé effectivement dans la généralité donc d'épreuves de tir, de passe, mais est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail justement de ces 4 épreuves? D'accord. Donc ces 4 épreuves sont nommées du nom de grands joueurs en activité. Donc on a une épreuve qui est Marine Johannes. C'est une épreuve anciennement nommée Céline Dumerc pour celles qui ont commencé bien plus loin. Donc cette épreuve nous permet d'évaluer la gestion des appuis, les départs en dribble, puis les tirs en course, les lay-up. Marine Johannes. La deuxième épreuve, c'est Evan Fournier, anciennement Tony Parker. Et cette épreuve permet d'évaluer les lancers francs. L'enfant doit faire 2 tirs, aller à la médiane, revenir, faire 2 tirs, que des lancers francs. La troisième épreuve, c'est Nicolas Batum. Et là, c'est une épreuve de tir en course, de lay-up, de passe, donc de la précision, et tout cela associé à la vitesse. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de Sandrine Gouda, qui est une épreuve essentiellement tournée vers le tir à mi-distance, donc à 2 points et à 3 points. Justement, on sent que le tir, bon, même si Sophie faisait exception. C'est ce qu'elle dit. C'est ça, selon elle en tout cas. En tout cas, le tir à cette période, à cette tranche d'âge, reste quand même, on va dire, l'épreuve un petit peu la plus compliquée quand même pour ces enfants. Oui, ça reste l'épreuve la plus compliquée, mais quand on compare avec les enfants en métropole, il n'y a rien de compliqué en fait. Parce que en métropole, et même au niveau de la Fédé, on a bien compris dans les directives nationales que pour construire l'enfant, il faut construire l'enfant sur de bonnes bases. Commencer par une certaine maîtrise des fondamentaux qui sont le dribble, qui sont le tir, qui sont la gestion des appuis. Et c'est sur cela que derrière, on peut faire grandir cet enfant-là sur du perfectionnement. Mais on perfectionne déjà des choses qui sont là. Donc c'est pour cela que, effectivement, et là je te rejoins, si dans la construction de l'enfant, dans les apprentissages, il n'y a pas un objectif prioritaire, à savoir à se dire que l'enfant à 12-13 ans doit savoir tirer au panier, doit avoir une mécanique pour le tir à mi-distance, une très bonne mécanique. L'enfant doit savoir marquer un lay-up, main gauche, main droite. Bien entendu, à gauche, main gauche, à droite, main droite, avec les appuis qu'il faut. Mais cela à très grande vitesse. Et ça fait la différence. Après, quand c'est des acquis à ces âges-là, l'enfant n'a aucun problème après. On ne peut que construire sur du bon. C'est pour ça que moi je dis, je ne vois pas la difficulté. Tout dépend de comment on entame l'apprentissage et la formation des enfants. Alors justement, donc 4 épreuves, il faut donc attribuer des points pour justement, bien sûr, permettre un classement. Donc justement, comment on comptabilise les points sur ces différentes épreuves? Alors, pour tout ce qui est épreuve de tir en course, chaque panier marqué vale 2 points. Donc 2 points par panier marqué en tir en course. Pour ce qui est des tirs à mi-distance, il y a un tir qui est au niveau des pointillés dans la raquette, c'est 1 point. Après, tous les autres dans la zone à 2 points valent 2 points. Et enfin, les tirs à 3 points valent 3 points. Donc, pour tout ce qui est des passes, à chaque fois qu'on arrive à faire passer la balle dans la cible, c'est 1 point. Donc, pour la gestion qui est de départ, en dribble pour les lay-up, à partir du moment qu'il y a une fausse note sur le départ qui a marché, qu'il y a une violation sur l'enchaînement, le point ne compte pas. D'accord. Il faut le comprendre. Oui, c'est ce que j'allais arriver sur les sanctions. Voilà, il y a les sanctions parce qu'on est sur quelque chose de très technique. Donc,
des fois, on serait censé de dire « Ah, il a marqué le layup ». Mais nous, quand nous analysons, nous regardons d'abord, au niveau des appuis, il a imposé le départ croisé pour qu'il y ait le moins de marché possible. Donc, on vérifie. S'il a marché, ce sera sanction. Si, admettons, tire à droite, layup main droite, il utilise la main gauche parce que c'est un gaucher, donc ce sera sanctionné, il n'y aura pas le point. Mais il y a aussi des bonifications. Sur les lancers francs, il y a des bonifications. Marquer 2 lancers francs à la suite donne 3 points. Alors que marquer un lancer franc, c'est 1 point. Donc voilà, c'est comme ça. Et la somme des réussites et des échecs donne en fait le score de l'enfant. Mais il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a eu des générations qui ont eu des scores qui avoisinaient le score national. On a eu aussi sur le classement national des jeunes qui ont bien représenté la Guadeloupe. Il y a le petit Moresta qui était au Banello, qui nationalement avait fini 8e en garçon. Il y a la petite Iloane Matima, qui en fille avait fini 6e. Donc, je pense qu'on peut faire, si nous, au niveau de la Guadeloupe, nous faisons de cet événement-là un événement prioritaire par rapport, bien entendu, à la formation des enfants, je pense que naturellement, les choses peuvent se faire parce c'est pas moi qui l'ai dit, hein, on a du talent et on est sur une terre de champions. Justement, est-ce qu'on a conscience suffisamment au niveau des clubs de l'intérêt de cette compétition justement pour les jeunes? Bon, j'ai envie de dire oui pour ceux qui y participent. Mais tu sais très bien que je dirais que non parce que il y a la grande majorité des clubs qui n'ont pas encore mis le pied à l'étrier. Je trouve que c'est un peu dommage. Et je trouve aussi que c'est pas bien de priver un enfant, de le priver de l'opportunité qu'il pourrait avoir à participer à quelque chose de grandiose. C'est juste cela. Après, même un parent, parce que tout est sur les réseaux, il suffit de taper Challenge Benjamin pour un parent qui veut apprendre à son enfant, initier son enfant ou aider son enfant à avancer. Il y a les 4 épreuves, il y a les vidéos, tout est expliqué. C'est du temps gagné pour nous, après, entraîneurs. Parce qu'on sait que l'enfant apprendra des choses qui soient correctes et avancera comme ça. J'ai une question. Un enfant qui shoot à 2 mains en layup, ni droite ni gauche. Ouais, je savais que dès que tu disais que tu avais une question, c'était compliqué. Mais, on n'arrive pas bien à distinguer le lancer. Ce sera compliqué. Je pense que... et c'est pour ça que à l'épreuve départementale, il y a tout ce tri qui est fait. Parce qu'il y a des choses qui sont imposées. L'enfant arrivera à l'épreuve départementale, on verra le tir layup à 2 mains, on lui dira à droite c'est main droite, à gauche c'est main gauche. Donc ce sera cet enfant-là à bien comprendre et à imprimer, et à faire des efforts pour assurer son panier. Parce que derrière, si l'enfant ne fait pas l'effort de se corriger, forcément il sera sanctionné. Je me tourne cette fois vers nos anciens participants. Est-ce que vous aviez en tête une stratégie? C'est-à-dire, vous connaissiez un peu peut-être les épreuves ou l'épreuve sur laquelle vous étiez moins bien et du coup, vous aviez mis en place une stratégie pour essayer de compenser dans les autres épreuves. Sophie? Alors, oui et non. Moi, quand j'ai remarqué que sur une épreuve, j'ai vraiment pataugé, justement pour le tir, là, j'ai mis la totale. J'ai vraiment mis la totale. En vrai, le tir, c'est pas mon meilleur atout. Mais là, j'ai essayé de m'appliquer, surtout, et d'aller le plus vite possible. Et du coup, ça a payé, ça rentrait. J'en ai raté peut-être 2 ou 3, mais sinon, dans tous les spots, ils sont tous rentrés. J'étais
trop contente. J'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, c'est pas ton meilleur. C'est pas ton meilleur atout et pourtant, c'est là où tu réussis le plus. Donc, Est-ce que c'était dû aussi peut-être au travail que tu as fait en amont? Parce que justement, peut-être que tu t'étais dit que c'était peut-être pas ton meilleur atout et que tu as travaillé justement sur cet aspect un peu, donc du coup, moins maîtrisé et qui t'a permis peut-être d'avoir cette maîtrise technique qui, par la suite, t'a permis d'avoir une belle prestation et qui t'a peut-être étonné et qui est venu peut-être saluer tout le travail que tu avais fait avant. C'est vrai, parce qu'après après la finale départementale, jusqu'au moment de partir, j'ai beaucoup travaillé le shoot. Parce que je savais très bien qu'arriver là-bas, je pense que j'aurais beaucoup pataugé. Donc j'ai beaucoup travaillé le shoot. Bon, il faut travailler les deux, mais j'ai privilégié le travail du shoot. Et on a eu les résultats du coup. Dylan? Alors moi, c'était plus sur mon atout. J'ai privilégié la vitesse. Donc c'était sur le passement de jambes. En faisant 8 avec la balle, les départs croisés, j'allais super vite sur cette épreuve-là. Donc j'ai pu marquer beaucoup de points sur cette épreuve-là. Et sur l'épreuve des tirs, j'étais régulier. Donc j'en ai raté, mais ça allait. C'était pas catastrophique. Mais sinon, si vous savez que vous avez un atout, laissez l'atout de côté et travaillez sur vos défauts. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour réussir. Marius, vos conseils déjà. Hein. Justement, voilà. Est-ce que justement, à cet âge-là, l'enfant a déjà aussi conscience de ce qu'il maîtrise vraiment ou suffisamment en tout cas pour que pour lui ça soit un atout? Est-ce qu'il en a déjà confiance? Est-ce qu'il est suffisamment construit techniquement pour savoir que bon, ça je maîtrise vraiment, on est vraiment dans de la maîtrise et pour dire bon ben ça bon je vais laisser de côté et je vais travailler autre chose. Il y a des enfants qui ont cette capacité. Après, moi personnellement à cet âge-là, je leur conseille juste d'être à l'écoute de leur corps par rapport aux épreuves. Ils se sentent bien ou pas, et si on se sent bien, c'est parce qu'on a des acquisitions. Mais quand on regarde bien, les enfants qui ont déjà travaillé et qui sont dans une bonne maîtrise technique savent là où ils sont bons. Par rapport à ta question de tout à l'heure à Sophie et à Dylan, la seule chose que je peux dire, tous ceux qui ont gagné à la finale nationale, c'était des gros shooters. Il n'y a pas de secret. C'est pas compliqué. Tous ceux qui ont gagné, c'était de gros shooters. C'est-à-dire que quand on va très vite, on arrive à marquer 2-3 paniers de plus que les autres, qui vont vite, parce que tout le monde va vite. C'est ça. Par contre, là où la différence se fait tout le temps, et c'est là que les gens commencent à croiser les doigts, c'est à voir que, voilà, il en a raté 2 là. Donc voilà, le seul conseil que je peux faire à ceux qui participeront à cette finale, soyez bons au shoot et ne vous posez pas trop de questions. Ben, on verra bien si ils seront donc au rendez-vous demain, puisque cette finale aura lieu, je rappelle, demain au Krebs Antilles-Guyane, à huis clos, bien sûr, parce que les conditions sanitaires ne permettent pas d'avoir la grande fête que cet événement, bien sûr, peut avoir, mais en tout cas, faudra patienter un petit peu, mais bien sûr, on aura la possibilité de suivre donc cette finale tout de même en intégralité sur le Facebook de la Ligue de basket. Donc même si vous n'êtes pas au Krebs, si vous avez envie de découvrir et de connaître ce que c'est que le Challenge Benjamin et puis de voir les petits, les jeunes basketteurs qui émergent participer à cette finale, vous pourrez le faire en suivant bien sûr cette finale sur le Facebook donc de la Ligue de basket LRGBB officielle. Voilà, je pense que de toute façon, on a fait un petit peu le tour de ce Challenge Benjamin. On a eu de toute façon aussi une grande gagnante qui aujourd'hui est joueuse pro. Donc, qui peut aussi témoigner du coup de l'importance de ce challenge, Marius. Ah oui, tout à fait. Tu parles d'Océane Montpierre. Exactement, Océane Montpierre. Tout à fait, qui avait fait une très belle prestation aussi.
c'est vrai. Donc ça prouve que voilà, c'est un passage obligé. Et c'est un rendez-vous important et j'espère en tout cas que vous avez pu apprécier et donc mieux découvrir nos anciens vainqueurs. Mais en tout cas qui eux ont bien vécu cette aventure et c'est vrai que bon, du coup l'avantage que ça soit aussi bien pour les filles que pour les garçons, ça aussi c'est tout aussi bien. Et donc du coup aujourd'hui on a un petit bilan dans vos carrières respectives et vos objectifs pour l'avenir. Sophie? Alors aujourd'hui, aujourd'hui du coup, je joue toujours à la MJC. Je suis surclassée senior, ça fait 2 ans et demi. Je joue aussi dans la catégorie U18 filles, dont je suis capitaine. Et voilà, et j'espère continuer. Enfin, l'année prochaine, je suis senior sans surclassement, du coup. Et j'espère continuer le basket, même avec les études. Et voilà. Hein. Dylan? Alors, alors, je suis au Krebs Antilles-Guyane. Là, ils font... comment dire ça? Ils vont dire les personnes qui restent et qui sortent, puisque c'est 2 ans, et 2 ans, c'est pas 2 ans, c'est 1 an, et 1 plus 1. Ouais, c'est pas 2 années sûres. Voilà. Faut faire ses preuves, hein. Surtout à l'école, puisqu'il faut travailler à l'école. Et moi, je suis toujours bien baissé. Et je m'entraîne avec les 15. Je sais pas si j'ai fait mon surclassement, je sais pas. Et voilà. Est-ce que du coup, est-ce que vous ambitionnez de partir ou bien au contraire, votre projet est plus centré sur le basket au niveau local? Alors moi j'aurais aimé partir en France. J'ai fait le 6 une année en retard, enfin en avance pardon. Et j'espère la refaire l'année prochaine. Et j'espère que l'année prochaine j'aurai un centre de formation pour partir en France. Sophie? Alors moi les centres de formation, bon c'est un peu... toi. Voilà. Mais après, Sophie, tu sais, oui, il y a tout âge. Vraiment, il voilà. n'y a pas... Il n'est jamais trop tard, en fait. Oui. Non, moi, l'année prochaine, je reste. Je fais une année, normalement, à Fouilleul, enfin, si je suis acceptée. Et du coup, je fais une année de plus à l'MJC. Bon, après, malheureusement... Comment? Oui. Malheureusement, je serai obligée de partir... oui. Après, parce que le métier que je vais faire, il n'y a pas de filière ici. Du coup, on verra. Bon, je reste toujours à la MJC l'année prochaine et après, on verra comment ça se passe, si je veux jouer en universitaire, si je trouve un club, on verra. Quel projet envoyer nos jeunes ils aspirent à beaucoup de choses. C'est bien. Vous avez bien raison d'être bien organisé, structuré dans votre tête et savoir ce que vous voulez faire. Avant de se quitter, on va faire rapidement un petit tour, cette fois du côté de la piste. Le week-end dernier, il y avait une compétition flash au niveau de l'athlétisme pour permettre aux jeunes qui sont sur liste de pouvoir réaliser des performances pour se qualifier pour des éventuelles épreuves au niveau de l'Hexagone. Et c'est Vianney Valverde qui s'est rendu sur la piste du Krebs pour pouvoir justement découvrir ces athlètes et cette compétition. On nous a permis exceptionnellement d'organiser cette compétition, d'accord, qui est une compétition flash, donc un petit peu animation Covid, donc qui fait qu'aujourd'hui nous retrouvons des athlètes classés, d'accord, des athlètes qui sont sous liste, d'accord, de haut niveau, et quelques athlètes à potentiel. Donc voilà un peu, donc très peu d'athlètes avec une compétition très courte d'ailleurs, mais d'où les performances seront effectivement prises en compte pour la qualification au championnat de France et autres compétitions pour les athlètes présents. On retrouve le 110 mètres air, le 100 mètres air, le poids, le javelot, la hauteur et un peu de demi-fond et du 100 mètres aussi, 200-400, voilà un peu, donc presque les principales épreuves sur lesquelles les athlètes peuvent prétendre au championnat de France. Moi c'est important les compétitions, surtout pendant cette période Covid, car malgré les conditions en ce moment, on a quand même des championnats
Et du coup, c'est bien pour nous de faire des compétitions en confrontation pour nous permettre de bien se préparer pour lorsqu'on arrive sur les championnats tels que les championnats de France, championnats d'Europe et autres, qu'on puisse être en forme et montrer qu'on arrive à se préparer en Guadeloupe. Ils ont besoin de minima et de performer pour les championnats, en vue des championnats de France. Donc, c'est une chance pour eux, effectivement, d'accord, de réaliser une performance qui leur permet de faire leur minima. Et après le championnat de France, bon, il y a ceux peut-être qui vont obtenir le passeport pour des championnats d'Europe et d'autres compétitions. Du coup, l'objectif de participer aujourd'hui à une course, c'était de faire une rentrée pour prendre les marques un petit peu avant de partir en métropole pour la saison sportive. Donc l'objectif, c'était de faire une petite course de réglage, on va dire, et puis c'était plutôt correct comme chrono. Donc ensuite, ça sera à moi de trouver les meilleurs réglages pour faire de meilleurs chronos pour les autres compétitions. Une perf moyenne quand même, mais c'était juste une course pour se jauger, pour savoir dans quel milieu de course nous devons travailler avec mon coach. Assez confiant parce que j'avais un gros problème sur mon départ en début d'année. Donc là, il reste à travailler la mi-course et la fin de course. Voilà, donc cette compétition d'athlée qui s'est tenue donc le week-end dernier. On arrive donc au terme de cette émission. Je remercie encore donc mes invités d'être venus jusqu'ici. Et puis nous, on se dit pas la semaine prochaine, pas de Sport 10. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, ceux qui le peuvent, profitez pour faire un peu d'activité physique si vous avez la possibilité de le faire dans un rayon de 10 km. Et nous, on se dit bien sûr à dans 2 semaines pour un nouveau numéro.